Chapitre 3. La force qui détermine votre vie. L'homme vit par périodes de raison sous l'empire de l'humour et de la passion. Sir Thomas Browne. Elle courait depuis une demi-heure lorsque le drame se produisit. Soudain, une douzaine d'adolescents se mirent à courir vers elle, et avant qu'elle ne comprenne ce qui se passe, ils se jetèrent sur elle, la poussèrent dans les buissons et se mirent à la frapper avec un tuyau de plomb. L'un des garçons lui asséna des coups de pied au visage, et elle saigna vite abondamment. Puis ils la violèrent, la sodomisèrent et l'abandonnèrent. Vous avez certainement entendu parler de ce crime tragique et inimaginable commis à Central Park il y a quelques années. J'étais à New York ce soir-là. Non seulement la sauvagerie de l'attaque, mais encore l'identité des agresseurs me laissèrent pantois. C'étaient des garçons de 14 à 17 ans. Contrairement aux idées reçues, ils n'étaient ni pauvres ni issus d'un milieu violent. Ils fréquentaient l'école privée, adhéraient à la Little League et prenaient des cours de plongée. Ces garçons n'étaient pas sous l'influence d'une drogue, pas plus qu'ils n'avaient agi pour des motifs raciaux. Ils avaient attaqué et presque tué cette jeune femme de 28 ans pour une seule et unique raison, par plaisir. Ils avaient même appelé cette activité « jouer aux barbares ». À 400 km de là, dans la capitale américaine, un jet s'écrasait peu après le décollage au cours d'une violente tempête de neige. L'avion avait heurté le pont enjambant le Potomac à l'heure de pointe. Alors que la circulation s'enchevêtrait, provoquant d'énormes embouteillages, les secouristes arrivèrent sur les lieux, et le pont fut en proie à la confusion et à la panique. Les pompiers et les services paramédicaux, accablés par l'ampleur des dégâts, durent plonger à plusieurs reprises dans le Potomac pour tenter de sauver les victimes de l'écrasement. Un homme passa plusieurs fois son gilet de sauvetage à d'autres, sauva ainsi bien des vies, mais perdit la sienne. Quand l'hélicoptère de secours parvint jusqu'à lui, il avait glissé sous la surface glacée de l'eau. Cet homme avait donné sa vie pour sauver celle de parfaits étrangers. Qu'est-ce qui l'avait poussé à accorder une valeur tellement grande à la vie d'autres personnes, des inconnus, au point de donner sa propre vie? Qu'est-ce qui fait qu'une personne ayant d'excellents antécédents peut se conduire sauvagement et sans remords, tandis qu'une autre donne sa vie pour sauver de parfaits étrangers? De quelle étoffe sont faits les héros, les salauds, les criminels ou les collaborateurs? Qu'est-ce qui fait que les gens agissent différemment? Toute ma vie, j'ai cherché passionnément la réponse à ces questions. Une chose est certaine, les êtres humains ne sont pas des créations du hasard. Tout ce que nous le faisons pour une raison précise. Nous ne sommes peut-être pas conscients des raisons pour lesquelles nous agissons, mais il n'y a pas de doute qu'une force motrice anime tous les comportements humains. Cette force agit sur chaque aspect de notre vie, de nos relations et de nos finances, jusqu'à notre corps et notre cerveau. Quelle est cette force qui nous contrôle en ce moment même et qui continuera de nous contrôler jusqu'à la fin de notre vie? La douleur et le plaisir. Tous nos actes sont motivés par le souci d'éviter la douleur ou de rechercher le plaisir. Les gens me parlent si souvent des changements qu'ils veulent réaliser dans leur vie, mais qu'ils n'arrivent pas à mener à bien. Ils se sentent frustrés, accablés et même furieux contre eux-mêmes parce qu'ils savent qu'ils doivent agir, mais ne peuvent s'y résoudre. Il y a une raison très simple à cela. Ils tentent sans cesse de modifier leur comportement, c'est-à-dire les faits, plutôt que de régler la cause qui sous-tend leur comportement. Vous pourrez, dès que vous aurez compris et utilisé les forces de la douleur et du plaisir, vous permettre d'effectuer les changements et les améliorations durables que vous souhaitez pour vous et pour votre entourage. Le fait de ne pas comprendre cette force vous condamne à vivre en réaction, comme un animal ou une machine. J'ai peut-être l'air d'exagérer, mais pensez un instant à cela. Pourquoi ne faites-vous pas certains gestes que vous savez nécessaires? En effet, qu'est-ce que temporiser? C'est ne pas faire une chose qu'on sait devoir faire. Et pourquoi ne pas le faire? La réponse est simple. En votre fort intérieur, vous croyez qu'entreprendre immédiatement cette action sera plus pénible que la remettre à plus tard. Pourtant, vous est-il déjà arrivé de reporter la réalisation d'un objectif si longtemps que vous éprouvez soudain le besoin de passer à l'action et d'en finir? Que s'est-il passé? Vous avez changé votre perception de la douleur et du plaisir. Un homme qui souffre avant le temps souffre plus que nécessaire. Sénèque. Qu'est-ce qui vous empêche d'aborder l'homme ou la femme de vos rêves, ou de lancer l'entreprise à laquelle vous songez depuis de nombreuses années? Pourquoi différez-vous sans cesse ce régime alimentaire? Pourquoi ne terminez-vous pas votre thèse? Pourquoi n'avez-vous pas pris soin de vos investissements? Qu'est-ce qui vous empêche de faire le nécessaire pour que votre vie ressemble en tout point à celle que vous imaginez? La réponse est simple. Tout en étant conscient que ces actions vous seraient bénéfiques et vous seraient agréables, vous hésitez tout simplement parce que vous associez davantage de souffrance au fait d'agir maintenant qu'au fait de manquer une occasion. Après tout, que se passerait-il si vous abordiez cette personne et qu'elle vous rejetait?
Si votre nouvelle entreprise se soldait par un échec et que vous perdiez la sécurité de votre emploi actuel. Si vous entamiez ce régime alimentaire et souffriez de la faim pour, en fin de compte, reprendre tout le poids perdu. Et si vous placiez votre argent et le perdiez, à quoi bon essayer dans ce cas? Pour la plupart des gens, la crainte de perdre surpasse de loin le désir de gagner. Qu'est-ce qui vous stimulerait davantage? Empêcher quelqu'un de voler l'argent que vous avez gagné au cours des 5 dernières années ou la possibilité de gagner ce même montant au cours des 5 prochaines années? Ainsi, la plupart des gens préfèrent travailler pour conserver ce qu'ils ont acquis plutôt que de prendre les risques nécessaires pour obtenir ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Le secret de la réussite est d'apprendre à se servir de la douleur et du plaisir, au lieu de laisser la douleur et le plaisir se servir de vous. En agissant ainsi, vous contrôlez votre vie. Sinon, c'est votre vie qui vous contrôle. Anthony Robbins. Souvent, une question intéressante surgit quand on discute de ce double pouvoir qui nous gouverne. Comment se fait-il que les gens souffrent mais ne font rien pour changer les choses? C'est qu'ils n'ont pas encore assez souffert. Ils n'ont pas atteint ce que j'appelle un seuil émotionnel. Si vous avez enfin décidé d'utiliser votre pouvoir d'agir et de changer votre vie, c'est sans doute parce que vous avez atteint un niveau de douleur inacceptable pendant que vous viviez une relation pénible avec les autres. Nous avons tous dit à un certain moment de notre vie « J'en ai assez, plus jamais, cela doit changer tout de suite ». C'est le moment merveilleux où la douleur devient notre amie. Elle nous incite à prendre de nouvelles initiatives et à chercher à obtenir de nouveaux résultats. La force qui nous incite à agir est encore plus grande si, en même temps, nous anticipons l'énorme plaisir qu'apportera ce changement dans notre vie. Ce processus ne se limite certainement pas aux relations avec les autres. Vous avez peut-être atteint une limite. Vous n'acceptez plus de vous coincer dans les sièges d'avion, d'étouffer dans vos vêtements et d'être épuisé en montant un escalier. Vous avez dit « j'en ai assez » et vous avez pris une décision. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? C'est le désir de chasser la douleur de votre existence et d'y établir le plaisir. Celui d'être fier, d'être à l'aise, de vous estimer, de vivre comme vous le voulez. Certes, il existe de nombreux degrés de douleur et de plaisir. Ainsi, se sentir humilié est une forme intense de douleur émotionnelle. Un sentiment de gêne est également douloureux, de même que l'ennui. Certains sentiments sont moins intenses que d'autres, mais ils influencent tout de même nos décisions. De plus, le plaisir a un rôle à jouer dans nos décisions. Ainsi, notre dynamisme vient en grande partie du fait que nous anticipions que nos actions nous mèneront à un avenir encore plus irrésistible, que le travail accompli aujourd'hui en vaut vraiment la peine, que les récompenses du plaisir ne sont pas très loin. Pourtant, il existe de nombreux degrés de plaisir. Par exemple, le plaisir de l'extase, que tout le monde ou presque s'accorde à trouver intense, est parfois surpassé par le plaisir du confort. Ces divers degrés de plaisir dépendent, de plus, de chacun d'entre nous. Si, par exemple, vous longez un parc où on joue une symphonie de Beethoven à l'heure du déjeuner, vous arrêterez-vous pour écouter? Cela dépendra surtout de l'importance que vous accordez à la musique classique. Certains abandonnent tout pour pouvoir écouter les vaillantes mesures de la symphonie héroïque, car pour eux, Beethoven est synonyme de pur plaisir. Pour d'autres, cependant, écouter de la musique classique est aussi excitant que de regarder une peinture séchée. Pour eux, supporter la musique signifierait se faire torturer, de sorte qu'ils retournent vite à leur travail. De même, bien des mélomanes qui adorent la musique classique ne s'arrêteraient pas pour écouter. Car il se peut que la douleur anticipée d'arriver en retard au travail surpasse le plaisir qu'ils auraient à entendre les mélodies familières. Ou peut-être croient-ils que s'arrêter pour écouter de la musique au beau milieu de l'après-midi serait gaspiller un temps précieux, et la douleur de commettre un acte frivole et inapproprié surpasse le plaisir que pourrait leur procurer cette musique. Chaque jour de notre vie est fait de ces négociations psychiques. Nous pesons constamment chacun de nos gestes, ainsi que les répercussions qu'ils auront sur nous. La leçon la plus importante de la vie. Donald Trump et Mère Teresa sont mus par une force tout à fait identique. Vous allez me dire, êtes-vous tombé sur la tête, Tony? Il n'y a pas deux êtres plus différents. Il est vrai que ces deux personnes professent des valeurs diamétralement opposées, mais toutes deux sont gouvernées par la douleur et le plaisir. Leur vie est déterminée par ce qui leur procure plaisir et souffrance. La leçon la plus importante que nous puissions apprendre dans la vie est de découvrir nos sources de plaisir et de souffrance. Cette leçon est différente pour chacun d'entre nous, et c'est ce qui explique pourquoi nos comportements le sont également. Quels sont les motifs qui ont gouverné Donald Trump toute sa vie? Il éprouve le plaisir de posséder les yachts les plus gros et les plus chers, d'acheter les édifices les plus extravagants, en négociant les ententes les plus rusées, bref, en accumulant des jouets les plus gros et les meilleurs. Aussi, à quoi a-t-il appris à lier la douleur? Lors d'interviews, il a révélé que rien ne le faisait plus souffrir dans la vie que d'arriver second dans quoi que ce soit.
Pour lui, cela équivalait à un échec. En fait, sa plus grande soif de réussite provient de l'effort qu'il met à éviter cette douleur. Celle-ci est une source de motivation beaucoup plus puissante que la recherche de plaisir. Bon nombre de ses concurrents se sont grandement réjouis de la souffrance que causa à Trump l'effondrement d'une grande partie de son empire financier. Plutôt que de le juger, vous ou quiconque, il est préférable d'essayer de comprendre ce qui motive ses actes et de manifester de la compassion pour sa réelle souffrance. Considérez maintenant Mère Teresa. Voilà une femme qui est si profondément engagée dans son action que la souffrance des autres la blesse. Elle souffre de voir l'injustice du système de caste indien. Elle a découvert qu'en s'efforçant d'aider les autres, elle apaisait leur souffrance de même que la sienne. Mère Teresa a trouvé un sens profond à sa vie dans l'un des quartiers les plus pauvres de Calcutta. La cité de la joie, qui croule sous des milliers de réfugiés affamés et malades. Pour elle, le plaisir c'est peut-être de marcher dans la boue, les os usés et la fange jusqu'aux genoux pour se rendre dans une hutte sordide et soigner les bébés et les enfants dont les minuscules corps sont ravagés par le choléra et la dysenterie. Elle est gouvernée par le puissant sentiment qu'aider les autres à sortir de leur misère allège sa propre souffrance. Qu'en les aidant à améliorer leurs conditions de vie, en leur faisant plaisir, elle se fera plaisir à elle-même. Elle a appris que se donner aux autres est le plus grand bien que l'on puisse faire. Cela donne un sens à sa vie. Bien que la plupart d'entre nous associent difficilement la sublime humilité de Mère Teresa au matérialisme de Donald Trump, il ne faut pas oublier que ces deux êtres ont façonné leur avenir sur ce qui les engage dans le plaisir et la douleur. Il est sûr que leurs antécédents et leur milieu ont joué un rôle dans ces choix, mais, en dernier ressort, ils ont décidé consciemment ce pourquoi ils devaient se punir ou se récompenser. Ce à quoi nous associons douleur et plaisir détermine notre destin. Si la qualité de ma vie a énormément changé, c'est que j'ai commencé très tôt à retirer un énorme plaisir à apprendre. J'ai compris que la découverte d'idées et de stratégies susceptibles d'influencer le comportement et les émotions des autres pouvait me donner presque tout ce que je voulais dans la vie. Cela pouvait éloigner la douleur et m'apporter le plaisir. Découvrir les secrets qui se cachent derrière nos actions pouvait améliorer ma santé et ma forme physique, et m'attacher plus profondément aux êtres que j'aimais. Apprendre me permettait de donner quelque chose. C'était le moyen de contribuer entièrement à aider mon entourage. J'en tirais un sentiment de joie et de réalisation personnelle. De plus, j'ai découvert une forme de plaisir encore plus puissante en partageant passionnément mes connaissances. Quand je me suis aperçu que le savoir que je partageais avec les autres les aidait à améliorer leur qualité de vie, j'ai découvert le degré suprême du plaisir et le but de ma vie a commencé à évoluer. Quelles sont les expériences de douleur et de plaisir qui ont transformé votre vie? Le fait, par exemple, d'associer la douleur ou le plaisir à la drogue a certainement influé sur votre avenir. Il en va de même des émotions que vous avez appris à associer aux cigarettes ou à l'alcool ou à votre entourage, ainsi que les notions de don de soi ou de confiance en soi. Si vous êtes médecin, n'est-il pas vrai que si vous avez décidé il y a bien longtemps de faire une carrière en médecine, c'est en partie parce que cela contribuera à votre bien-être? Tous les médecins auxquels j'ai parlé éprouvent un énorme plaisir à aider les gens, à soulager la douleur, à guérir la maladie et à sauver des vies. Souvent, la fierté d'être un membre respecté de la société est une source supplémentaire de motivation. Les musiciens se consacrent à leur art parce que peu d'autres choses leur procurent autant de plaisir. De même, les PDG des plus prestigieuses sociétés ont appris à associer le plaisir à la prise de décision, ce qui permet de créer des choses exceptionnelles et d'améliorer profondément la vie des gens. Songez aux associations restreintes qu'ont faites des gens comme John Belushi, Freddie Prinze, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Janis Joplin et Jim Morrison entre plaisir et douleur. Avoir associé la drogue à une évasion, à une solution miracle ou à une manière de fuir la souffrance pour obtenir un plaisir temporaire a entraîné leur perte. Ils ont payé le prix le plus élevé qui soit pour ne pas avoir gouverné leur esprit et leurs émotions. Pensez à l'exemple qu'ils ont donné à des milliers de fans. Pour ma part, je n'ai jamais pris de drogue ou d'alcool. Je garde en mémoire une image particulièrement vive de la mère de mon meilleur ami. Elle pesait plus de 140 kilos et buvait sans arrêt. Chaque fois qu'elle me voyait, elle cherchait à m'étreindre et bavait sur moi. Encore aujourd'hui, une haleine qui sent l'alcool me donne la nausée. Pour la bière, cependant, c'était une autre histoire. Quand j'avais environ 11 ou 12 ans, je ne considérais pas la bière comme une boisson alcoolisée. Après tout, mon père en buvait et ne devenait ni détestable ni dégoûtant. En fait, il était même un peu plus drôle quand il en avait bu quelques-unes. De plus, j'associais le plaisir au fait de boire parce que je voulais ressembler à papa. Boire de la bière pouvait-il vraiment me rendre comme papa? Non, mais nous créons souvent de fausses associations dans notre esprit, des neuroassociations, sur ce qui nous causera de la douleur ou du plaisir dans la vie. Un jour,
je demandai une bière à maman. Elle commença à dire que ce n'était pas bon pour moi. Mais elle perdait son temps car mon idée était faite et ce que j'avais pu observer chez mon père contredisait nettement ses propos. Nous ne croyons pas ce que nous entendons. Nous sommes persuadés que nos perceptions sont justes et, ce jour-là, j'étais certain que boire de la bière était la prochaine étape de ma croissance personnelle. Finalement, maman se rendit compte que j'irais probablement boire ailleurs si elle ne me permettait pas cette expérience inoubliable. D'une certaine façon, elle se rendait compte qu'elle devait changer l'image que j'associais à la bière. Elle me dit donc « C'est bon, tu veux boire de la bière pour être comme ton père ? Eh bien, tu devras en boire tout comme ton père. » Je dis « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ce à quoi elle riposta « Tu devras boire les 6 bières du paquet. » Je répondis « Pas de problème. » Elle poursuivit « Tu dois les boire ici. » Je pris ma première gorgée et le goût me parut affreux. Il ne ressemblait en rien à ce que j'avais prévu. Certes, je refusais de le reconnaître parce que, après tout, c'était ma fierté qui était en jeu. J'avalai donc quelques gorgées supplémentaires. Après avoir achevé la première bouteille, je dis « J'en ai vraiment assez, maman. » « Non, dit-elle, en voici une autre. » Et elle la décapsula. Après la 3e ou 4e bière, je commençais à avoir la nausée. Vous devinez sans doute ce qui arriva ensuite. Je vomis sur mes vêtements et sur la table de la cuisine. C'était dégoûtant et surtout il fallait tout nettoyer. J'associais aussitôt l'odeur de la bière aux vomissures et à d'horribles sensations. Je ne faisais plus aucune association d'esprit à boire de la bière. J'avais créé une association émotionnelle dans mon esprit, une neuroassociation qui régirait sans équivoque mes décisions futures. Ainsi, je n'ai jamais pris une gorgée de bière depuis. Les liens que nous faisons avec la douleur et le plaisir peuvent-ils vraiment produire un effet d'entraînement dans notre vie ? Et comment ? Cette neuroassociation avec la bière a influencé bon nombre de mes décisions. Les élèves que j'ai choisis comme camarades à l'école, ma façon d'apprendre à m'amuser. Je ne prenais pas d'alcool. Je me servais de l'apprentissage, du rire, des sports. J'ai appris également que cela me procurait une sensation incroyable d'aider les autres. De sorte que je suis devenu à l'école le gars à qui tout le monde venait confier ses problèmes. Les aider à régler leurs problèmes leur permettent aussi bien à eux qu'à moi d'être bien. Certaines choses n'ont pas changé avec les années. Par ailleurs, à la suite d'une expérience semblable, je n'ai jamais non plus consommé de drogue. Quand j'étais en 3e ou 4e année, des policiers sont venus à l'école nous montrer des films sur les risques associés à la consommation de drogue. J'ai vu des gens se shooter, s'évanouir, flipper et se jeter par la fenêtre. Comme, en étant jeune, j'associais la drogue à la laideur et à la mort, je n'en ai jamais essayé. J'ai eu la chance, grâce aux policiers, de former des neuroassociations pénibles avec l'idée de consommer de la drogue. C'est pourquoi je n'ai même jamais envisagé cette hypothèse. Quelle leçon tirer de tout cela ? Simplement ceci. Quand on associe une grande souffrance à un comportement ou à un modèle émotionnel, on évite ce comportement ou ce modèle à tout prix. On peut utiliser ce principe pour maîtriser les forces de la souffrance et du plaisir afin de modifier pratiquement tous les aspects de sa vie, de l'habitude d'hésiter jusqu'à l'usage de la drogue. Comment faire ? Disons, par exemple, que vous voulez empêcher vos enfants de prendre de la drogue. Il faut agir avant qu'ils n'en fassent l'expérience et qu'on ne leur enseigne à associer faussement les drogues au plaisir. Ma femme, Becky, et moi avons convenu que la façon la plus efficace de nous assurer que nos enfants ne prendraient jamais de drogue était de l'associer à une grande douleur. Nous savions que quelqu'un d'autre pouvait les convaincre qu'elle constituait un excellent moyen d'échapper à la souffrance, à moins qu'on leur ait enseigné où menait vraiment la drogue. Pour accomplir cette tâche, j'ai fait appel à un vieil ami, le capitaine John Randon de l'armée du salut. Pendant des années, j'ai soutenu John qui aidait les sans-abri de South Bronx et de Brooklyn à changer leur vie en élevant leur idéal, en modifiant les croyances qui les limitaient et en renforçant leur autonomie. Becky et moi sommes très fiers des gens qui ont utilisé nos enseignements pour aider à améliorer la qualité de vie de ces gens. J'ai toujours considéré mes visites à ces gens comme une façon de rendre ce que j'avais reçu. Et, en même temps, cela me permettait de me rappeler mon état de privilégié. Cela me fait aimer la vie que je mène tout en y recueillant un certain équilibre et élargit mes horizons. J'expliquai mes objectifs au capitaine John et il organisa pour mes enfants une visite qu'ils n'allaient jamais oublier, car elle leur montrerait clairement les dommages que causent les drogues au cerveau humain. Cela commença par la visite d'un immeuble de rapport délabré et infesté de rats. Nous ne fûmes pas sitôt entrés que mes enfants furent assaillis par la puanteur des planchers imbibés d'urine, par le spectacle des toxicomanes qui se piquaient sans s'occuper de ceux qui les regardaient, et d'enfants qui se prostituaient en sollicitant les passants, ainsi que par les pleurs d'enfants abandonnés. Ils apprirent à associer la drogue à l'anéantissement intellectuel, affectif et au délabrement du corps. Cela se passait il y a 4 ans et demi. Bien qu'on leur ait souvent offert de la drogue depuis, ils n'y ont jamais touché.
Ces puissantes neuroassociations ont influencé de façon certaine leur avenir. Si un élément externe vous fait souffrir, votre douleur n'est pas causée par cet élément comme tel, mais par votre propre jugement de cet élément, et vous avez le pouvoir d'annuler celui-ci à tout moment. Marc Aurèle. Nous sommes les seuls êtres de cette planète à mener une vie intérieure tellement riche que ce ne sont pas les événements, mais plutôt la façon dont nous les interprétons qui détermine ce que nous pensons de nous-mêmes, ainsi que nos comportements futurs. L'un des traits qui font de nous des êtres exceptionnels est notre merveilleuse aptitude à nous adapter, à transformer et à manipuler des objets ou des idées pour les rendre plus agréables ou plus utiles. La plus importante de nos facultés d'adaptation est notre aptitude à prendre l'expérience brute de notre vie, à la confronter à d'autres expériences et à en tirer un tissu kaléidoscopique de valeurs tout à fait unique au monde. Seuls les êtres humains peuvent, par exemple, modifier leurs associations de manière à transformer la douleur physique en plaisir et vice-versa. Pensez à ce prisonnier qui fait la grève de la faim. Pour défendre sa cause, il survit 30 jours sans nourriture. Sa douleur est considérable, mais elle est compensée par le plaisir et le sentiment d'estime de soi que lui apporte l'attention du monde entier pour sa cause. Sur le plan plus personnel et plus commun, les gens qui s'astreignent à de rigoureux programmes d'exercice afin de sculpter leur corps ont appris à associer un plaisir immense à la douleur de l'effort physique. Ils ont converti l'inconfort de la discipline en satisfaction de grandir. C'est pourquoi leur comportement est conséquent, de même que leurs résultats. Grâce à la force de notre volonté, nous pouvons donc évaluer la douleur de la faim, par exemple, et la douleur physique qu'entraîneront le renoncement à un idéal. À un niveau plus élevé, nous pouvons sortir de la boîte de Skinner et prendre le contrôle. B.F. Skinner, célèbre pionnier des sciences du comportement, doit aussi sa renommée à la boîte de la taille d'un lit d'enfant dans laquelle il garda sa fille enfermée pendant les 11 premiers mois de sa vie. Il agit ainsi au nom de la commodité et de la science, alimentant ses théories sur les réactions aux stimuli. Mais si nous négligeons d'orienter nos propres actions à la douleur et au plaisir, nous ne vivons pas mieux que des animaux ou des machines, car nous réagissons sans cesse à notre environnement en laissant les événements déterminer le sens et la qualité de notre vie. En retournant dans la boîte, c'est comme si on était un ordinateur public placé à la disposition d'un grand nombre de programmateurs amateurs. Notre comportement, tant conscient qu'inconscient, a été conditionné par la douleur et le plaisir provenant de multiples sources. Camarades d'enfance, père et mère, professeurs, entraîneurs, héros du cinéma et de la télévision. Vous savez peut-être précisément quand a eu lieu ce conditionnement ou peut-être l'ignorez-vous. Il peut s'agir de paroles prononcées par quelqu'un, d'un incident survenu à l'école, d'un événement sportif où vous avez mérité un prix, d'un moment embarrassant, de bons ou de mauvais résultats scolaires. Tous ces éléments ont contribué à former la personne que vous êtes aujourd'hui. Je n'insisterai jamais assez sur le fait que ce à quoi vous associez la douleur et le plaisir déterminera votre avenir. En faisant une rétrospective de votre vie, vous souvenez-vous des événements qui ont formé votre neuroassociation, déclenchant ainsi la chaîne de causes et d'effets qui vous a conduit là où vous êtes aujourd'hui? Quel sens donnez-vous à ces événements? Si vous êtes célibataire, envisagez-vous ardemment le mariage comme une joyeuse aventure avec le compagnon ou la compagne de votre vie ou, au contraire, appréhendez-vous le mariage? En vous attablant le soir, avalez-vous votre repas simplement dans le but de vous nourrir ou le dévorez-vous comme s'il était votre seul plaisir?